C'est un moment qui nous rappelle tellement, tellement de souvenirs. S'agenouiller devant un appareil que nous n'avions pas le droit de toucher. Ouvrir le capot-couvercle de la platine, saisir délicatement le disque, faire très attention à ne pas le toucher, l'abîmer, le rayer surtout. Souffler dessus, l'essuyer avec un chiffon flanelle si besoin. Puis, saisir le bras, positionner le stylet avec attention, là où commence la face A ou B, selon ce qu'on veut écouter. Et puis laisser le sillon guider le diamant qui va lire le tube du moment. Une symphonie, une bande originale de film, une chanson des 70s. Comme ce titre de George Benson que vous écoutez en ce moment, Breathing, 1976, l'année de nos 10 ans. Ces 33 tours et ces 45 tours et tellement d'autres encore sont les bandes originales de nos vies. Des LPs, des long plays, des records comme disent les Américains aux pochettes mythiques qui ont jalonné des carrières légendaires, des disques préférés, des galettes rares, des disques d'or, de diamants, de platine, des raretés, un temps remplacé par des disques laser, des CD et des MP3. Un temps oublié dans les bacs poussiéreux, les voilà qui reviennent à la mode. Aussi, avons-nous tracé un sillon. La première plage de cette face nous a amené à Rosilly, où le disquaire, connu comme Akai, va nous jouer sa musique des années 70. Une autre époque. Ça, c'est un autre plaisir. Quand on tient un disque dans ce pochette, vous trouvez tout souvent un signal, c'est pas les salles, les probes, nettoyer ou mettre au vinyle. Il donne une plus sensation. Auparavant, je tenais un magasin qui s'appelle Anzi, dans Orchard Ganti. Mais en fait, le magasin s'appelle une bande d'affaires Mercerie. Je trouvais que Mercerie pas ça fait trop marché. Mais je me converti en disquaire. C'est à l'époque là, jusqu'à 45 tours. Après, je viens 33 tours. Rosilly, pas trop grand chose. C'est une Magic Lantern, discothèque. Là, Banzen, ça peut fréquenter Magic Lantern. Et puis, moi, je peux faire un petit peu de disc jockey dedans. Pour jouer un peu de la musique, donner un coup de main. Et si vous rentrez dans le côté disquaire, c'est parce que vous êtes un amoureux de la musique déjà? Oui, je écoute beaucoup la musique, seulement. Je ne suis pas un musicien, mais j'écoute beaucoup la musique. Quand vous ouvrez au magasin, est-ce que c'est le premier disquaire à ouvrir à Rosilly? Pourquoi le premier disquaire qui va tout capter la musique? Et puis, maintenant,
des autres magasins. Je fais une bonne producteur Sega. Je ne sais pas comment dire un disquaire ouvertement. Je fais 10 producteurs Sega. Là, non, c'était Sega avec eux pour revendre. Et à ce moment-là, le roulement, comment c'était? Ou décider, ou écouter qui a la mode, qui peut jouer dans la radio, par exemple, de là où acheter ban. Nous faire venir de EMI ou une grande compagnie, BMG, Columbia, tout ça là. Nous commander. Nous tu peux cause de ban prix, un 45 tours, tu peux coûte 5 roupies, un 45 tours de l'étranger, un peu moins pour ban local là. Qui tu ban range des prix des 45 tours et des 33 tours dans les années 70 jusqu'à dans les années 80 nous dire. En 70, c'est 33 tours, c'est à peu près 35 roupies. Aller jusqu'à 80, ça montait jusqu'à 250, 300 roupies. Après la fin 80, et 33 tours, terminé. Là, devine le cassette. Donc c'est les cassettes qui nous touillent le 33 tours Ouais. et le 45 tours. Ouais. Tu viens CD avant et puis une le cassette. Et où nous a adapté à sa transition. Ouais, chaque transition bien adaptée. Et dans la main, on a 45 tours de ban classique français, na Aznavour et Edith Piaf. Ça, c'est ban 33 tours Immortel, ban 45 tours Immortel, qui comme Jacques Brel, Aznavour, Edith Piaf. Ça, à l'époque, là, ça 45 tours, ça fait ban 5 roupies. À 10 jours, bien vendre ça 100 roupies. Mais ça se vendait bien à l'époque, ça? Oui, à l'époque. Maintenant, quand nous faisons un 10, nous faisons une copie, 2 copies. Auparavant, quand nous faisons 10 par 25 copies. Est-ce que les gens, tu peux comment dire, de goût, tu peux façonner parce que tu peux jouer le radio? Le radio, plus ou moins, plus ou moins. Plus ou moins, ben du monde qui peut écouter le radio. Après, je viens ce 10. Après, je t'écoute beaucoup radio. L'année 60, il y a radio Mozambique. Tout le monde qui branche le radio Mozambique, c'est notre top 20 là-dedans. Disons, tout le temps, on fait pas Cliff Richard, Elvis Presley, Saddos, dans sa radio-là. C'est à l'époque, l'année 60. Comment nous trouver pas des héros? Il y a beaucoup de boîtes avec 33 tours de différents types d'artistes. Mais ça 33 tours là, mais que d'autres choses ça? C'est un mot ancien stock depuis l'année 70 jusqu'à 80. Parce que en 80, commencé, 33 tours, une mettre dans le coin. Du monde n'est plus rodé. Là, il vient le CD. Là, à cause, il y a 2 ans, 3 ans, que le vinyle, il reprend l'ampleur, la moitié de tout ce stock là. Ça n'est que nous qui ça vinyle là, une revient à la mode. Oui, c'est une crise, ça, Banzen. Faire Banzen, percer vinyle dehors, à cause, il n'est pas piraté. Il y a des affaires qui ne sont pas piratées. Tout Banzen dehors. Je trouvais que ban artiste ça peut mort avec des affaires copies. Je préfère vendre dans vinyle pour ban artiste qui vivre. Mais moi supposé, on gagne beaucoup de plaisir aussi pour dépoussiérer au stock, on remet tout dans boîte. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent, ils ont rodé, des classiques? Oui, il y a beaucoup de monde qui viennent rodé. Ça qui est vraiment dans la musique de vinyle. Et là, de nos jours,
Comment ça se passe? Est-ce qu'on coupe un pot par 25, 30? Non, non. Il n'est plus dans sa quantité à des places. Fini. Normalement, peine cigare, ça peut vendre en 45 tours ou soit en 33 tours. Mais moi, j'ai un petit stock. C'est la bande rayonnée, tu viens, moi, je n'achète tout en gros. Je peux vendre ça sur Facebook. Je peux vendre ça online. Alors à l'époque, jusque dans les années 80, un 33 tours, tu peux riche jusqu'à 300 et quelques. Aujourd'hui, quel est le range un peu compte tenu du fait qu'il est importé, donc il y a moins de frais. En même temps, on a une période de Covid, donc on a fait un peu changer. Mais en gros, quelqu'un qui a envie d'acheter un 33 tours en magasin, il besoin, compte dans les combien en moyenne. Un 33 tours niveau 1, c'est à partir de 1500 à 2000, 2005 comme ça. Et ça trouve toujours preneur. Oui. On a un 33 tours préféré qui va pour vendre, pour nous garder tout. Il y a beaucoup. Moi, j'ai un petit qui m'a gardé juste pour mon collection. C'est Cat Stevens. Vous connaissez Crosby, Stills & Nash? C'est Yanni Diamond. Après, il y a quelques de musique contemporaine de Fausto Papetti, c'est instrumental. Hein? Il y a Johnny Mathis. Vous connaissez VF? VF, c'est un grand groupe des années 70. Ça, sûrement vous connaissez. Et Bindu, à l'époque. C'est l'IM qui fait toute bonne production Tina Soul. Il y a un grand guitariste, Claude Chary. Et puis il y a un des Français, Nicole Rier. La maison au bord de l'eau. Vous écoutez Radio Maurice, émettant sur 684 kHz. Il est 13h, passé de 45 minutes, et en attendant Mimi Labatte pour son émission Chronique de l'étrange, je vous propose une balade dans le sud, vers les chutes de Rochester. Les chutes de Rochester, c'est d'ailleurs le titre de cet album, Cascade de Rochester, un poème symphonique pour piano composé par David Riemans, un pasteur-compositeur né en 1900 à Amsterdam. À sa retraite, il a été chargé des relations publiques des missions adventistes de l'océan Indien et c'est ce qui l'a amené à découvrir la perle de l'océan Indien, comme il nomme notre pays sur la pochette de l'album. Quelques extraits à présent de ce poème symphonique, Cascade de Rochester. David Riemans l'a enregistré à la suite de sa visite à Maurice et la MBC a eu le bonheur de l'accueillir en studio pour un récital en 1979 qu'il enregistre sous la forme de 33 tours. Je vous propose des extraits de 3 titres de la face A, En route pour Rochester, Conversation avec une goutte d'eau et enfin Mélodie des eaux. De quoi vous donner envie de découvrir cette cascade et ces blocs de granit aux formes particulières. Je vous souhaite une excellente écoute.
En 1980, Robert Duverger sort un 33 tours. Il a déjà une carrière et un nom dans la chanson française surtout. À Rosil, il nous raconte ses débuts. Lui qui a connu le mythique studio de Gérard Signotti, les bandes magnétiques, les balles et les soirées dansantes. Il remonte le temps sur les sillons de ses souvenirs. Dans les années 50, j'ai à peine 10 ans, les parents, eux, ils ont un gramophone. Un gramophone à l'époque avec une manivelle, un gramophone mécanique. Donc moi j'étais petit, donc c'est moi qui vais tourner la manivelle. Et je remontais le ressort du gramophone et on mettait le disque. Et ce disque-là à l'époque, c'était pas encore du vinyle, c'était je ne sais pas en quelle matière, parce que c'était cassable. Et j'ai vu comme ça de temps en temps des 78 tours de Presley ou de Tino Rossi tomber, se casser, on était désolés. Et même de Gilbert Bécaud, qui commençait à être mon idole. Et ses premiers. Donc ça c'était le gramophone. Nous sommes dans les années 50. Et puis arrive graduellement 60, on commence à comprendre qu'il y a le micro-sillon qui vient. Et le gramophone cède la place au tourne-disque. Le tourne-disque qu'on pouvait mettre peut-être 10 disques dedans. Et donc un disque se jouait quand c'est fini, l'autre descendait, etc. Ça c'était le tourne-disque. Et le disque vinyle, micro-sillon comme on appelle, ça je me souviens avec mes parents. Mon papa adorait les opérettes, il collectionnait les micro-sillons d'opérettes. C'est comme ça que j'ai eu l'Auberge du Cheval Blanc, Luce Mariano, les opérettes de Francis Lopez et tout. Ça c'est les années 60. Et moi je commence à chanter avec Gérard Signotti en 1964 au Magic Lantern. Ceux de moins de 20, pas 20 ans mais 40 ans ne connaissent pas bien sûr. Aujourd'hui c'est le Cygne et la Brigue le Cygne. Et donc, avec Gérard Signotti, et en 64 et en 65, voilà que la maison Damour, M. Damour, dit à Gérard, on va faire un 45 tours. C'est quelque chose d'original, Fragonard, Monet ou Chagall, en ferais-tu de superbes toiles? Bien sûr que je connais qu'est-ce que c'est que le 45 tours, puisque je commençais à acheter Alain Barrière, que j'avais vu au Plaza. Et donc voilà, Jérôme me dit, Robert, il y aura un 45 tours et c'est Damour qui va enregistrer. Et ça se fait dans un garage. Monsieur Damour vient avec son tape recorder, comme on dit, et il enregistre sur bande là, hein, et avec 2 micros, l'orchestre de Gérard Signotti. Moi je chante en direct. La face A c'était Robert Duverger, la chanson Si tu partais, ma première chanson. Et la face B c'était orchestre de Gérard Signotti, flamboyant que ça s'appelait, hein, un truc un peu Sega. Et Damour, il a fini ça et ça sort à 45 tours. Mon premier 45 tours, ça a été vendu par Damour, je ne sais pas comment il en a vendu, combien ça se vendait, j'ai aucune idée. Mais fier parce que c'était ma photo en couverture de la pochette. Ça c'était en 1965. Et comme je dis, dans cette époque, c'est les micro-sillons, 33 tours ou 45 tours ou super 45 tours qui étaient différents formats, mais tout ça c'était des micro-sillons. Et moi je commence à acheter avec mon frère, il achète Aznavour, j'achète Bécaud, j'achète Barrière, j'achète Claude Nougaro. Et c'est comme ça qu'on fait sa petite collection. Comment ça se vendait? Je me souviens, peut-être 5 roupies, 45 tours à l'époque qui venait de sortir. On ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais on a acheté notre Aznavour, le dernier Aznavour qui sortait. Finalement, c'est le premier de celui qui chantait la chanson française comme moi, c'est Jacques Bestel, qui était mon aîné, et mon ami Giorgi Letourdi. Ils ont la chance, ils ont le chemin, ils vont dans le même studio en France, ils font l'enregistrement, leurs 12 chansons, leurs 10 chansons, et ils sortent leurs 33 tours. Et ça me donne envie de faire de même. Et donc, je prends tous les renseignements, et me voilà en 1980 en France, avec des chansons. Et là, c'est important. Je débarque avec une cassette sur laquelle j'ai chanté mes 10 titres ou 12 titres
que j'avais enregistré avec des amis musiciens qui me font une maquette, une petite maquette. Et à partir de là, là-bas, un arrangeur écrit les arrangements et je fais l'enregistrement des 12 titres. L'album Elle est si belle la vie. La photo, c'est un ami mauricien qui me fait la photo. Et l'album vient de France. Et puis, je reçois 1 millier d'albums ici en 1980. Non, Paris, tu n'es pas aujourd'hui ce Paris que j'ai tant aimé depuis mes jeunes années. Ce Paris que je trouvais... Je voulais chanter mes propres chansons, mes propres compositions. L'été est revenu, si tu partais, viens dans mon pays. Il y avait toutes sortes de chansons. Elle est si belle la vie. 2 ou 3 titres sont restés jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai eu le temps, entre-temps, de faire des nouveaux arrangements. Mais l'année 80, moi je fais un album 33 tours, Elle est si belle la vie, et on allait enregistrer sur Bonn. Ok? Ça c'est sur Bonn, j'ai encore des chansons qui sont dessus sur Bonn. Ensuite, à partir de là, ça partait pour être gravé sur micro-sillon, et aussi l'avènement du CD. Dans les années 80, c'est le compact disc CD. Et ça aussi, on ne pouvait pas se permettre d'essayer de faire des enregistrements pour sortir un CD. Il fallait faire un certain nombre, un grand nombre, que moi je ne pouvais pas le faire. Et donc j'ai fait des enregistrements en France, des chansons que j'écrivais, mais qui ne sont jamais sorties, qui sont restées comme ça, que je chantais sur scène avec les bonnes playback. J'étais chanté à La Réunion avec des bonnes comme ça. Il fallait que le technicien passe la bonne pour que je chante. La technique du jour, du moment. Mon premier enregistrement avec Damou, je ne sais pas sur quelle bande magnétique qu'il faisait, mais ensuite quand je vais en France, j'enregistre, c'est sur une bande 8 pistes. Il y avait 8 pistes. Donc une piste pour la voix de l'homme, une piste pour le piano, une piste pour, c'est pas là, etc., etc. 8 pistes. Alors que les studios plus cher, plus avancé, c'était du 32 pistes ou plus. Je ne parle pas des grands professionnels, mais moi je reste amateur, je suis resté amateur toute ma vie. À Maurice, on avait le studio de Gérard Cimetier, il y avait 2 pistes. 2 pauvres pistes sur lesquelles on travaillait dessus. Aujourd'hui, avec le numérique, aujourd'hui qu'on enregistre dans un studio, tout est fait avec l'ordinateur. L'ordinateur, c'est illimité. Mais je continue d'écrire, moi, en ce qui me concerne, je continue d'écrire. J'ai des chansons en réserve pour le futur. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera le futur. Voilà un peu mon cheminement. Mais j'ai un bon souvenir, un souvenir plein de nostalgie, peut-être même de mélancolie, avec le petit Robert à 10 ans, remontant la manivelle du gramophone de papa. Papa, rapidement, il est sorti du gramophone, il est passé au petit pick-up Tépaz. Le Tépaz, c'était plus une aiguille, c'était un saphir. C'était une tête de lecture de saphir. Le son était déjà différent. Mais il n'y avait pas d'amplificateur. Le son sortait comme ça, là. On se faisait. Les grands dansaient avec ça. Les grands dansaient avec le gramophone. Il y avait comme ce cornet qui sortait. Il y avait un son. Ensuite, le Tépaz, c'était comme un petit bijou. Mais ça, on écoutait. Et moi, j'ai connu ensuite c'est dans les années 60 que là, on a vu les trucs de connexion à ce moment-là, avec le petit pick-up Tépaz. Ça se connectait avec la radio, le poste de radio. Et là, on avait le son qui sortait de la radio. Et un beau jour, il y a eu aussi un amplificateur qui a atterri quelque part dans les salons, certainement. J'ai la chance de passer à la télévision assez souvent à cette époque-là. Je faisais des petits one-man shows à la télévision. Nous sommes en 67, 68. J'ai fait une émission à la télévision avec 8 chansons de ma propre composition, comme on aimait appeler à l'époque, accompagnées par Gérard Cimetier, les musiciens en avaient répété. À ce moment-là, je me dis, j'aimerais bien peut-être enregistrer, mais il n'y avait aucune opportunité. Et personne n'a daigné un jour dire, tiens, on va faire soit du VRG, soit quelqu'un d'autre, sortir, faire... Non, on n'y pensait pas parce qu'on savait très bien qu'on n'avait pas une capacité de vendre beaucoup pour rentabiliser le projet. Donc, à aucun moment on en a discuté. Moi, dans les années 70, j'écrivais 1 ou 2 chansons, mais vraiment, j'étais dans la reprise toujours.
tous mes tours de chant étaient dans des reprises. C'est vers la fin des années 70, vous vous souvenez de l'émission D'une île à l'autre. Ben, d'une île à l'autre, je chante une composition, tout comme Georges Letourdi, tout comme Jacques Bestel. C'est l'occasion pour nous là, on sort notre propre chanson. Moi je sors Les si belle la vie, Georges Letourdi a chanté Le Mendiant il me semble, Jacques Bestel je ne me souviens pas. C'était un jeu télévisé, c'était pas vraiment un concours, il y a eu un gagnant, mais l'important c'était de faire sa propre création. Ça on est en 1978-79. On a été notre propre producteur, et Jacques, et Georgie, et moi. À ce moment-là, ben, on avait quelques sous mis de côté, ce n'était pas une fortune, mais c'est ça qui nous a payé. Moi j'étais en France, je logeais chez ma famille, donc j'avais aucun souci pour un billet d'avion qui n'était pas cher à l'époque. Mais le studio, il fallait le payer. Le studio, les arrangeurs, les musiciens, tout ça, c'est payé. Ensuite, l'album m'arrivait à Maurice, 1000 albums que moi j'allais vendre. J'allais dans quelques magasins, il y avait des revendeurs à l'époque. En 1980, moi je chantais, à l'époque j'étais chanteur d'hôtel. Donc j'ai eu l'occasion de chanter aussi dans les hôtels. Et là, je partais avec mes albums. Et à chaque tour de chant dans les hôtels, il y avait 3 ou 4 ou 5 qui partaient avec les touristes qui étaient là. Bon, c'est comme ça qu'on plaçait. Bon, dans les magasins, ils en vendaient un peu, mais ce n'était pas la course vers cet album du Mauricien qui sortait un album en français ou en anglais, peu importe. Ce n'était pas la course. Même si on avait des personnes qui avaient... Et moi, j'ai réussi à placer mes albums comment? À travers les amis. Ils avaient le temps. Je les ai confiés une dizaine chacun, et ils ont placé autour d'eux. Et c'est comme ça que j'ai coulé mes albums. Donc, et rentrer dans les sous pour ensuite, quand j'ai sorti 2,45 tours dans le sillage de l'album, mais c'était produit par La Réunion. Fin de la phase B. Le pick-up va s'éteindre. La nostalgie n'est plus qu'à l'été, dit-on. Alors, qu'attendez-vous? Sortez la platine de là où elle a été oubliée, choisissez un bon vieux disque et laissez-vous envahir par vos souvenirs.